Euh, Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au 3e forum de l'étudiant guinéen en France qui nous réunit aujourd'hui autour d'un certain nombre d'activités. Tout d'abord, dans un premier temps, nous aurons droit à une conférence dont le thème porte sur la problématique du retour des étudiants internationaux et de leur insertion socio-professionnelle qui sera animée justement par notre ami et frère qui est à ma droite ici, Oumar Silla. Également, il y aura une seconde activité qui cette fois-ci consiste à la remise de prix de lauréat aux étudiants ayant obtenu les plus fortes moyennes. Donc vous savez qu'on le fait d'habitude, chaque année on le fait, donc cette année aussi il y aura des prix qui seront décernés à ces étudiants. Et aussi il y aura d'autres satisfecits qui seront remis cette fois-ci à des gens qui ont été là ou bien qui sont toujours là pour l'association. Donc c'est une forme de reconnaissance vis-à-vis de leur personne. Et donc pour un peu planter le décor en ce qui concerne la conférence, vous savez qu'aujourd'hui les pays occidentaux sont les principales, pour ne pas dire uniques, destinations des étudiants étrangers. Donc la problématique qui se soulève devant nous aujourd'hui, c'est de voir que ces étudiants, une fois qu'ils ont terminé leurs études, sont souvent enclins à rester. Donc, qu'est-ce qui explique vraiment cette pratique? Nous laisserons le soin à notre conférencier de nous évoquer, ainsi, si vous voulez, les causes qui poussent les étudiants à rester. Il y a beaucoup de causes, donc il sera amené à nous les dicter. Et la présentation du conférencier en question, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Oumar Silla, il est ancien secrétaire de l'association, c'est-à-dire du mandat passé, donc il est étudiant en droit, donc il est en fin de cycle, il est déjà concerné par la problématique en question, et donc on lui laissera le soin vraiment de... Je vais lui laisser la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Voilà, comme il vient de le dire, je pense qu'on va pas. Le but aussi, c'est qu'on ait une discussion objective et surtout des échanges qui sont constructifs par rapport à ce thème. Il a rappelé c'est un thème très important. Quand on m'a demandé de le présenter, j'ai deux idées en fait. Premièrement, c'est que d'abord, pour une question de précision terminologique, c'est un thème qui est à la fois vaste mais aussi complexe parce que on peut l'étudier de façon objective, mais l'étudier de façon exhaustive, en fait, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand on apporte le thème d'étudiants internationaux, c'est qu'on peut être il y a des étudiants comoriens en Guinée, par exemple, donc on peut être en Guinée et traiter le thème par rapport aux étudiants comoriens qui sont là-bas. On peut aussi, il y a des étudiants français au Canada, et vice-versa. Deuxièmement, c'est que c'est un thème qui est un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'il réunit deux thèmes qui sont étroitement liés mais qu'on peut traiter de façon tout à fait indépendante. C'est la question après les études, la question soit du retour ou de rester dans le pays d'accueil. Et encore la question de l'insertion socio-professionnelle. Ça peut être une insertion dans le pays d'accueil ou alors une insertion une fois de retour. Donc, ça demande des connaissances et des compétences en matière de sociologie, que ce soit sociologie politique, familiale, économique. Et donc, on va essayer de faire un préalable, donc faire un petit constat en fait sur la migration, parce qu'on parle de la migration étudiante, mais se cantonner au phénomène de migration des étudiants issus des pays du Sud vers les pays du Nord. En d'autres termes, donc, les étudiants issus des pays pauvres. Enfin, maintenant on dit, de ne pas dire ça, les organisations internationales disent des pays en développement. En réalité, on sait de quoi s'agit-il. Donc on va se cantonner à ce phénomène. Il y a des chiffres, il y a des statistiques des organismes internationaux par rapport à ça. Et donc les facteurs qui expliquent d'abord la migration donc, des étudiants des pays du Sud donc, vers les pays du Nord. Et une fois qu'on a abordé ces préalables, on va essayer de voir, de poser des questions. Parce qu'une fois les études achevées, en fait, il vient de le dire, il peut y avoir plusieurs alternatives. Il y a
la question du retour, il y a la question de rester ou alors de migrer vers un autre pays. Aussi, une fois les études achevées aussi, quand on rentre, pour ceux qui vont rentrer en fait, il y a la question de l'insertion socio-professionnelle. Pour ceux qui restent aussi, pareil, même s'ils migrent aussi dans d'autres pays. Et les réponses en fait aux différentes questions, qu'il s'agisse de pourquoi est-ce que certains étudiants en fait, quand ils finissent des études, ils restent, pourquoi d'autres migrent vers d'autres pays et tout, ce sont des questions qui, à l'évidence comme ça, on va dire c'est simple à expliquer, mais en réalité c'est complexe parce que il n'existe pas en fait des études exhaustives à la matière qui expliquent de façon logique pourquoi est-ce que certains restent. Mais en matière de migration en fait pour venir ou pour entrer, il y a quelques études qui peuvent nous permettre d'avoir une vue générale, une vue globale donc sur le on va le traiter sous 3 angles. Premièrement, ce sont les approches théoriques ou alors empiriques de la question, phénomène, pourquoi certains restent ou certains rentrent après les études. Et deuxièmement, parce qu'on va partir du général au particulier, donc on va lancer donc ces approches-là. Ensuite, on va voir la question de l'insertion socio-professionnelle, mais cette fois en Guinée. Donc on va se cantonner à la Guinée. Et troisièmement, c'est que ce sont les conséquences de selon qu'on reste ou qu'on rentre. Les conséquences, c'est surtout les solutions. C'est sur les solutions surtout qu'on aura à discuter davantage en fait. Chacun donnera son opinion sur la question parce que je me suis dit à chaque fois qu'on se rencontre, toutes les critiques, que ce soit à l'égard des gouvernants, que ce soit à l'égard des pays occidentaux, ce sont des critiques qui sont connues en fait, parce qu'on les rappelle de façon constante. Mais le problème qui se pose, c'est comment on fait pour pallier certaines difficultés en fait. C'est la question principale. Cette question autour de la problématique du retour des étudiants internationaux, c'est une question périphérique en fait, parce que la question principale, c'est comment est-ce qu'on fait pour le développement de nos différents pays respectifs. C'est un phénomène qui est en expansion, mais c'est aussi un enjeu politique. C'est un phénomène en expansion. Là, j'ai des chiffres. Bon, je n'aime pas du tout les maths. Du coup, je vais essayer de lire vite fait ces chiffres en fait des auteurs. Parce que selon les Nations Unies, en fait, c'était par deux auteurs qui sont Doki et Jacques Rapoport en 2007. Le nombre de migrants internationaux est passé de 154,8 à 190,6 millions entre 1990 et 2005, soit une augmentation moyenne de 1,4% par an. Donc pour ces auteurs, les migrants internationaux se concentrent de plus en plus dans les pays développés, ce qui est tout à fait logique. Et ils disent qu'entre 1990 et 2000, le stock d'immigrés en âge de travail dans les pays de l'OCDE, donc l'Organisation de la coopération pour le développement économique, a augmenté à moins de 3,5% par an. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en Afrique, parce qu'on va parler surtout d'Afrique dans cet exposé, c'est que d'après le monde diplomatique paru en mars 2002, en Afrique, 23 000 étudiants diplômés émigreraient en fait chaque année dans les pays du Nord. Et d'après l'Institut aussi des statistiques de l'UNESCO, paru en 2006, ils disent qu'en 2004, au moins 2,5 millions d'étudiants dans le supérieur ont étudié hors de leur pays d'origine, contre 1,75 million 5 ans plus tôt, ce qui représente une évolution de 41% depuis les années 1999. Donc on a vu, ils ont dit, quand vous prenez 194 000 étudiants, concernant la mobilité, les 8%, l'Afrique subsaharienne représente 8% du total mondial. Et à l'époque de ces statistiques en fait, de l'UNESCO, pareil en 2006, le Zimbabwe en fait serait le groupe le plus important d'étudiants à l'étranger. Donc quand on regarde, il y a même l'UNESCO presque qui a qualifié en fait les étudiants africains
en 2006 des champions de la mobilité. Et donc, quand on regarde les facteurs qui expliquent ça, tout le monde connaît à peu près quels sont ces facteurs qui sont liés notamment parfois au déséquilibre, que ce soit structurel ou conjoncturel en fait, qui sont dans les pays en développement. Souvent, les formations sont en inadéquation avec les préoccupations concrètes de développement national. Il y a les problèmes de documentation, il y a l'histoire de la pauvreté donc des universités locales, l'absence parfois de liberté académique, etc. Ça, ce sont des faits qui sont connus de tous. Pourquoi en fait il y a souvent une migration? Parce qu'on estime déjà que dans les pays développés, c'est là où la culture en fait est beaucoup plus développée. C'est un enjeu politique aussi parce que du coup la gestion en fait efficace de la migration permet quoi? Permet parfois le retour de certains étudiants, en tout cas hautement qualifiés. Il y a des pays qui concourent donc à la mise en place de réseaux, des réseaux qui permettent le retour de ces étudiants une fois les études achevées. Il y a aussi une politique de retour temporaire, c'est-à-dire qui permettent aux uns aux autres, ceux qui ont fini les études, de rentrer temporairement pour créer ensuite les conditions de leur retour définitif dans le pays. Ça a été l'exemple de la Chine qui envoie des émissaires à chaque fois dans les pays occidentaux pour informer les expatriés chinois ou alors les étudiants chinois qui étudient à l'étranger, les informer en fait des projets scientifiques qui existent en Chine, de sorte que à l'issue, au terme de leurs études en fait, qu'ils puissent rentrer. En Afrique, on a le cas du Cap-Vert par exemple, qui à travers des politiques en fait de transfert monétaire, crée des programmes appropriés en fait et pour préparer en fait le retour via les financements donc des micro-projets. Quant à l'Éthiopie, avec l'appui du gouvernement italien, ils ont mis en place un site internet qui permet d'informer la diaspora éthiopienne en fait les réalités ou surtout les projets qui sont en cours dans le pays. Donc ça leur permet même de constituer en quelque sorte une base de données donc de la diaspora étudiante. Évidemment que ça va être des données en fait qui sont confidentielles, qui ne seront pas divulguées. Mais malgré ces politiques pour inciter les diplômés, parce qu'on ne parlera plus déjà des étudiants internationaux qui vont envisager le retour, ils sont venus pour étudier. C'est à l'issue, donc au terme de leurs études, ils sont des diplômés. C'est la question du retour des diplômés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'existe que peu d'études pour la migration de retour. Il y a pas mal d'études en fait concernant la migration pour venir. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, on a étudié la migration sous l'angle de la migration des travailleurs. Donc ceux qui viennent, ce sont justement ceux qui recherchent des meilleures conditions de vie pour des faits économiques. Et du coup, c'est pour cela qu'on s'est peu intéressé alors par rapport donc à la migration de retour. Il y a deux théories, il y a deux théories et plusieurs études en fait qui expliquent pourquoi certains, à l'issue de leurs études en fait, ils restent, pourquoi certains migrent vers d'autres pays et pourquoi certains prennent l'option de rentrer. C'est l'approche donc néoclassique. Donc l'économie, l'approche de l'économie néoclassique, qui estime que les migrants qui rentrent, ils rentrent parce qu'ils ont échoué en quelque sorte. Parce qu'ils ont analysé sous l'angle de les hommes, disons les acteurs en fait, ce sont des agents qui sont rationnels. Et ils fondent leur théorie en fait sur la différence en fait de salaire entre les pays donc de départ et les pays d'accueil. Donc l'objectif de l'individu serait
de trouver ou alors de maximiser des gains dans ces pays développés. Par conséquent, dès qu'ils s'installent, tout ce qu'il importe en fait, c'est de maximiser des gains. Et il y a un notaire, Todaro, qui est un économiste américain, qui dit que dès l'instant qu'il n'y ait plus de différence de salaire entre les pays développés donc, et les pays de départ, disons les pays de départ donc, et les pays d'accueil, donc on va pallier à ce phénomène de migration. Alors, l'autre approche, c'est la théorie de la nouvelle économie de la migration du travail, qui remet un peu en cause donc, cette théorie néoclassique, qui estime que dorénavant, en fait, les migrants, les individus, en fait, ils ne sont pas là pour maximiser, en fait, des gains, ce n'est pas leur idéologie, ce n'est pas leur idée, mais c'est de se disperser parce que l'idée de départ est prise au sein du ménage, en fait, au sein de la famille. Donc, ce n'est non pas maximiser des gains, mais c'est pour minimiser les risques en diversifiant, en fait, les ressources du ménage. Par conséquent, le projet de départ, dans le projet de départ, en fait, il y a cette idée que je vais rentrer. En diversifiant donc les ressources, je vais rentrer. Donc là, le retour dans les pays d'origine sont vus comme étant une réussite parce que c'était le projet. Je vais aller soit pour des études, donc pour avoir des connaissances, pour avoir des compétences, je vais aller pour avoir des gains, etc. Mais l'idée derrière, c'est toujours je vais rentrer chez moi. Donc ça, ce sont des approches qui concernent beaucoup plus les migrants travailleurs que les migrants que la migration pour les études, mais c'est des approches en fait qui sont extrêmement liées pour la migration des études aussi, parce qu'on verra que on verra plus tard que à l'issue donc au terme des études, il y a les références donc à ces théories qui expliquent pourquoi certains aimeraient rester ou certains aimeraient donc partir vers d'autres pays. Donc sur les approches donc empiriques, j'ai eu des études parce que pour faire le travail en fait, je me suis référé en grande partie dans une thèse rédigée par Mamadou Gandou Bari, c'est un doctorant qui en sociologie donc au Canada, qui a écrit une thèse justement sur la migration de retour, donc des étudiants canadiens. Donc j'ai examiné 2 études au Canada et en France ici, les études qui ont été menées par l'Observatoire de la vie étudiante. Au Canada, il y a eu l'étude de Blo, Célestin Blo, qui est un docteur donc en sociologie, qui en 2001, son étude est parue donc en 2001, qui expliquait en fait que son objectif était surtout de comprendre la migration pour les études et les intentions de retour et de non-retour des étudiants donc africains dans leur pays d'origine. Il s'est fondé en fait, il s'est servi du modèle théorique, d'un modèle théorique qui distingue 2 facteurs qui interviennent dans la migration pour études. Selon lui, il y a les facteurs qui sont attirants, il y a les facteurs qui sont repoussants. C'est-à-dire pour lui, c'est la reformulation du projet initial des étudiants expliquerait en quelque sorte les intentions de retour ou de rester. En d'autres termes, je suis venu pour faire des études de droit. D'un seul coup, je me rends compte que c'est soit un domaine dans lequel en fait il n'y a pas assez de travail, soit chez moi, alors je me réoriente vers un autre projet. En fait, c'est cette intention qui va expliquer qu'à un moment donné, je vais opter soit pour, après les études, de rester ou alors de rentrer. Évidemment, en fait, c'est une étude qui est un peu limitée parce que non seulement son analyse s'est basée sur les entretiens qu'il a eu avec 14 étudiants, donc l'échantillon est quand même petit. Ensuite, il n'est pas allé sur le terrain, par exemple, pour voir ceux qui sont rentrés. Et aussi, c'est que comme il a consulté ses étudiants pendant leurs études, c'est que les intentions peuvent changer aussi en cours d'études. Ensuite, il y a l'étude exploratoire de Pamphile Nkouzi en 2006. Lui aussi, donc, c'est un universitaire canadien. Lui qui a mobilisé en fait 2 approches théoriques qui expliqueraient, en d'autres termes, le phénomène soit de retour ou alors de rester.
lui s'est fondé en fait sur le modèle de Hendrin, en d'autres termes, qui explique le phénomène donc de la fuite des cerveaux. Il s'est fondé sur la théorie de la migration, et celle qui s'inspire du modèle donc de la sociologie de l'expérience scolaire de François Dubé, qui est un sociologue français. Dans cette étude, ce qu'il révèle en fait, c'est que il y a une influence majeure de la famille dans la décision soit de rester ou alors de rentrer au terme des études. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'aide financière que l'étudiant a reçue durant son cursus universitaire, il se voit, il a une sorte de devoir moral envers la famille, et à l'issue, au terme des études, en fait, il a cette idée de dire que je vais rester parce que la famille a besoin de moi, parce que je dois faire ça et ça pour la famille. Donc lui s'est basé sur ça, sur l'influence de la famille qui a un impact considérable sur la décision en fait des diplômés à l'issue de leurs études. En France, on a une étude de Rida Denafa et de Saïd Pevandi sur le non-retour. Alors, c'est une étude en fait qu'ils ont menée, ils sont fondés en fait sur des enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante ici en France en 2005. Ils ont analysé d'une part le phénomène de la fuite des cerveaux, ils ont analysé d'autre part aussi la question du retour. Alors, et ils ont l'enquête de l'Observatoire donc de la vie étudiante à Paris en 2005, ils ont interrogé à peu près 1715 étudiants étrangers. Et la décision de rester varie selon les points suivants. Ça peut varier selon l'origine géographique des étudiants, ça peut varier en fonction du projet initial de l'étudiant, ça peut varier aussi en fonction du projet d'avenir de l'étudiant. Disons des diplômés à l'issue de leurs études. Et il s'avère que parmi les étudiants originaires, par exemple, d'Asie, 45% sont disposés à rentrer à l'issue de leurs études. En Amérique, c'est 39%. Au Moyen-Orient, on a 34%. Et parmi donc les étudiants du Moyen-Orient aussi, 42%. Et l'Afrique subsaharienne, on a, pour l'Afrique subsaharienne, en fait, ce sont ceux qui ne savent pas encore, parce qu'ils ont en fait établi un tableau selon le retour, ceux qui vont rester, ceux qui vont aller dans un autre pays et ceux qui ne savent pas encore. Et en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, donc, ils ont trouvé 41% qui ne savent pas encore si, à l'issue de leurs études, s'ils vont rentrer. Alors, je précise que c'est une étude qui est parue, c'est une enquête qui a été menée il y a en 2005. Aussi, ils ont dit que la décision aussi de rester dépendrait, comme je l'ai dit, de la situation du marché du travail, qui sont liées donc aux disciplines des étudiants. C'est-à-dire, ils ont constaté que retourner au pays est souvent associé aux disciplines des sciences économiques et du droit. Et rester est souvent associé aux disciplines donc, des sciences et techniques. Et pour les indécis, ceux qui ne savent pas encore, ce sont ceux qui font lettres ou arts ou encore les études de langue. Dans ce cas, ils ont établi aussi un tableau, par exemple pour les sciences techniques. Retourner au pays, c'est 25%. Rester en France, c'est 32%. Aller dans un autre pays, c'est 9%. Ceux qui ne savent pas encore, c'est 34%. Ceux qui font les sciences et techniques. Bon, c'est un tableau, je vais pas lire tous les pourcentages. La décision de rester aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut varier en fonction donc, du projet initial. C'est-à-dire ceux qui sont venus juste pour compléter des études. Donc ça peut être des gens qui travaillaient déjà, qui avaient déjà un boulot, qui sont venus pour compléter les études. Ça peut être donc pour ceux qui sont venus pour commencer une formation, ou alors ceux qui sont venus pour se réorienter. Ceux qui ils sont arrivés à une conclusion, c'est que les raisons, les raisons professionnelles, 52%
il y a en fait ceux qui sont disposés à rentrer invoquent souvent les raisons professionnelles, à 52%. Viennent ensuite les raisons familiales, ensuite des raisons politiques, culturelles, sociales qui sont citées donc par 16% des étudiants. Leur conclusion est celle-ci. En fait, selon cette étude donc fondée sur les enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante Paris en 2005, ils ont trouvé des raisons qui sont des logiques qui obéissent à des logiques professionnelles, à des logiques migratoires, à des logiques intégratrices et à des logiques existentielles. Pour les raisons professionnelles, c'est qu'il y en a d'autres qui disent que je suis disposé à rentrer, mais j'ai envie d'avoir une petite expérience dans le pays d'accueil avant de rentrer. Pourquoi? Parce que quand on regarde aussi les marchés des pays développés, souvent ce sont des marchés qui proposent parfois des meilleures conditions de travail et par conséquent, dès l'instant que tu finis, surtout pour ceux qui font les sciences et les techniques, ils trouvent un travail, ils sont enclins souvent à rester. La seconde logique, en fait, ce sont les logiques migratoires. Pourquoi? Il y en a d'autres qui viennent, leur projet initial, c'est de venir déjà pour s'installer. Alors, les études ne servent que d'intermédiaire pour venir en fait dans le pays afin de s'établir. Alors, il y a aussi des logiques qui sont liées à la dynamique d'intégratrice, avec les dimensions affectives, sociales et culturelles, tout. Pourquoi? Parce que on a remarqué aussi les étudiants, quand ils viennent, ils subissent une socialisation secondaire. Certainement, quand ils viennent, ils sont confrontés à une certaine mode de vie, une certaine culture. Et du coup, le fait parfois de fonder même une famille avec soit une ressortissante du pays d'accueil, ou alors de fonder une famille même avec les ressortissants en fait, des pays d'origine, ça peut avoir de l'influence dans la décision en fait de retour ou de rester. Et donc dans ces différentes logiques, on va se spécifier donc au cas de la Guinée, parce qu'il s'agit aussi j'avais dit tout à l'heure qu'on parlera de l'insertion socio-professionnelle, parce que c'est la question pour ceux qui vont décider de retourner une fois le retour, comment est-ce que ça se passe pour eux, l'insertion. Ça va être insertion pour les uns et réinsertion pour les autres. Et donc, il faut rappeler que en Guinée, on n'a pas suffisamment d'études en fait sur la migration, concernant donc la migration de retour. Il n'y a pas assez d'études. Donc souvent, ce sont ceux qui sont rentrés et qui travaillent là-bas et qui ont une expérience en tout cas sur le terrain. Sur le Mamadou Gando Bari, c'est lui qui a fait cette thèse. Il est parti dans différents pays en Afrique, mais en particulier aussi en Guinée, où il a interrogé des gens qui sont rentrés et qui travaillent. Donc, c'est en fonction de cette expérience en fait professionnelle qu'il a essayé d'expliquer les raisons qui posent parfois de rester dans le pays ou alors de rentrer. Bon, les situations parfois, parce qu'on estime évidemment que c'est un choix, on a le choix de rester ou de rentrer, mais c'est un choix qui est un peu complexe parfois à faire, la raison pour laquelle il s'est rendu en fait pour faire ces entretiens. On va pas, je ne vais pas rappeler en fait le fait qu'on connaît tous en fait la Guinée, on l'a qualifié d'un pays de scandale géologique, mais sur le plan économique, parce que quand on parle de l'insertion socio-professionnelle, mais en grande partie l'insertion professionnelle, donc on parle d'emploi. Et donc, j'ai vu qu'à la suite donc, de la mise en œuvre du programme de réforme économique et financier en décembre 1985, la situation d'emploi en Guinée a connu une crise qui est encore préoccupante aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'économie guinéenne est restée très fragile, dépendante de la production minière, en grande partie de la bauxite et de l'agriculture.
avec un taux de croissance estimé à 4,1% entre 2003 et 2005 et pourrait descendre à 1,1% entre 2006 et 2007. J'ai regardé les données de la Banque mondiale pour la croissance du PIB en Guinée en 2015, qui était de 5,2% néanmoins, avec la production de la bauxite, de l'or et de l'agriculture. Et les projections tablent sur une croissance en 2017 de 4,4%. Alors, pourquoi je rappelle ça? C'est parce que il y a un phénomène de sous-emploi en Guinée, donc il y a un déséquilibre dans le marché du travail, en particulier donc pour les jeunes diplômés. Ce qui fait que quand il y a du chômage, ça explique évidemment parfois les craintes ou alors les difficultés qui sont rencontrées par certains étudiants qui terminent leurs études au choix de rester ou alors de rentrer. Alors, dans les enquêtes qu'il a menées dans sa thèse, en fait, il a croisé des gens qui ont livré en fait des témoignages. Je vais vous livrer en fait quelques témoignages. Bon, il n'a pas cité des noms, c'est selon l'origine, c'est selon les villes en fait qui sont originaires ces gens, des gens de Mamoun, d'Alaba, de la Basse-Côte, de la Guinée, etc. Et donc, souvent, ce qui est avancé en premier lieu, c'est que, au terme des études, c'est que la décision de rentrer ou de rester, c'est une décision qui est souvent difficile. Pourquoi? Parce que l'inquiétude de vivre en précarité dans les pays d'accueil, c'est-à-dire tu finis, mais tu ne trouves pas quand même un boulot qui est en lien avec ton domaine, avec le domaine dans lequel tu as étudié, et donc le phénomène de sous-emploi qui existe dans le pays. Par conséquent, cette décision, ceux qui ont livré des témoignages, ils disent que pour prendre la décision, comme il y a des pressions qui sont internes, et comme il y a donc des pressions qui sont internes, ils sont obligés parfois de se démarquer de toute pression familiale pour prendre une décision qui est liée à l'avenir. Merci. Qui sont liées donc à l'avenir. Et souvent, comme il le dit, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Pourquoi? Parce que deuxièmement, il y a le rôle central de la perspective de l'emploi. Comme on a vu dans les études précédentes, c'est que en grande partie, les logiques professionnelles sont avancées pour retourner. C'est-à-dire que si je suis disposé à pouvoir obtenir un boulot, si pour ceux qui avaient déjà un boulot, il n'y a pas de problème, mais pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui n'avaient pas de boulot, là, ça devient plus difficile parce que ils évaluent d'abord est-ce qu'ils ont des chances pour se réinsérer ou alors pour s'insérer professionnellement une fois le retour. Et là, c'est un phénomène qui est difficile parce que pour certains, en fait, ce sont les insatisfactions. Les insatisfactions ici, même s'ils ont des boulots, parce que faire des petits boulots lorsque tu as un diplôme ou tu as un doctorat avec des petits boulots qui n'ont rien à voir parfois, ça pousse quand même certaines personnes ça pousse certaines personnes au retour. Et d'autres personnes aussi, même s'ils trouvent un boulot qui est en rapport avec les études qu'ils font, qu'ils ont effectuées déjà, c'est qu'ils trouvent qu'ils sont parfois sous-utilisés ou alors que leur talent en matière professionnelle n'est pas reconnu. Donc, ils estiment donc qu'il est nécessaire pour eux de rentrer. L'autre raison invoquée aussi, c'est que c'est la question de rentrer ou de rester, c'est une question aussi de patriotisme et d'attachement familial. Patriotisme parce que, voilà, on a dit c'est souvent une conscience, ce sont les consciences individuelles qui conduisent en fait aux consciences collectives pour éventuellement le développement de nos différents pays respectifs. Et en l'occurrence, là, on parle de la Guinée. Et donc, le poids familial pèse énormément. Certaines personnes ont avancé les raisons donc familiales, l'attachement au pays, l'attachement à des valeurs culturelles et coutumières font que certaines personnes estiment que même s'il y a un risque de précarité, même s'il y a un risque de chômage
dans nos pays, ils envisagent quand même de rentrer pour participer au développement. Des raisons qui sont invoquées. Et ça, c'est des raisons qui sont fondamentales. Premièrement, ce sont les législations en matière de nationalité. C'est-à-dire dans certains pays, les législations n'autorisent pas la binationalité. Et il s'avère que certaines qui ont déjà acquis la nationalité ici, ils ne voudront pas quand même perdre la nationalité du pays d'accueil. Donc, ils estiment que s'il y a une barrière donc, sur la binationalité, ils ne rentrent pas tout simplement. Et d'autres, c'est la possibilité d'obtenir un travail décent. Ils estiment que même s'ils ont des offres d'emploi là-bas, mais au vu des conditions de travail qui ne sont pas parfois décentes, simplement, voilà, ils déclinent en fait les offres pour entrer. Et il y a aussi, quand j'ai abordé tout à l'heure la question de l'écart de salaire, donc, il y a aussi cette question, le fait que dans les pays d'accueil, les salaires sont souvent plus élevés que dans les pays d'origine. Aussi, il y a le problème de réadaptation pour ceux qui rentrent. Dans l'étude que M. Nkouzi a menée au Canada, il s'avère que les étudiants, par exemple, ivoiriens et ghanéens, quand ils rentrent, ils ont de sérieux problèmes avec les locaux. En fait, la conception du travail est différente en fait, entre ceux qui arrivent et ceux qui font, et les locaux. Par conséquent, parfois, on trouve des ingénieurs qui sont mal utilisés ou alors sous-utilisés. Pourquoi? Parce que parfois, il y a quand même une confrontation, disons, entre ceux qui rentrent et les locaux. Aussi, il y a le problème du transfert d'argent. Alors, pour le transfert d'argent, ça c'est, disons, c'est un phénomène aussi qui permet parfois, ce n'est même pas parfois, à financer parfois des études des frères, des sœurs, à nourrir la famille, etc. Mais en fait, ça crée une sorte de dépendance. Et cette dépendance pousse la famille, en fait, à dire à la personne, il ne faut pas rentrer, il faut rester. Pourquoi? Parce que rester, c'est une garantie, c'est une hypothèque pour la famille d'avoir, disons, des ressources financières. Et donc, ce phénomène de transfert d'argent peut créer cette dépendance qui peut expliquer pourquoi certaines personnes n'envisagent pas le retour. Aussi, il y a parfois les épouses de migrants aussi. Bon, les étudiantes qui épousent ici des diplômés qui ont fini leurs études, parfois elles ne sont pas du tout prêtes pour rentrer. Pourquoi? Parce que il y a une certaine conception, l'attachement donc à la culture du pays d'accueil parfois, la philosophie du pays d'accueil par rapport à la liberté de la femme, par rapport à certaines dispenses aussi des tâches ménagères et tout, font que les femmes, elles vont quand même d'une certaine façon entraver le retour en fait des diplômés. Aussi, il y a souvent aussi la question de l'inertie de l'administration aussi est invoquée. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le cadre de la liberté scientifique, pour créer des petites entreprises et tout, pour innover, il y a des critères administratifs souvent à remplir. Et il s'avère que chez nous, en grande partie, en tout cas pour ceux qui ont été interrogés, il y a une inertie, il y a une rigidité donc, de l'administration qui entrave pas mal en fait d'initiatives dans la création en fait des emplois, ce qui font que certaines personnes aussi, certains diplômés estiment voilà, aller là-bas, ça ne fera que me retarder en fait dans mes initiatives. Aussi, il y a la crainte parfois la crainte de l'oppression politique et l'absence de liberté scientifique. Pourquoi? Ceux qui sont venus ne sont pas du tout enclins à la docilité. En fait, généralement, au vu des études que certains ont accomplies, c'est que on peut pas raconter tout et n'importe quoi. En d'autres termes, on ne peut pas nous manipuler. Enfin, on ne peut pas manipuler en fait ceux qui ont étudié ici. Il y a cette présomption-là. Par conséquent, ils sont souvent enclins à pas des arrestations arbitraires, non, mais parfois à des oppressions, même intellectuelles, parce qu'ils ne voudront pas qu'ils s'affirment.
Et c'est là où j'ai une discussion avec un frère qui me disait, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les gens devaient être formés à pouvoir décrypter le discours, que ce soit d'un politique ou d'un ministre ou qui que ce soit, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a constaté simplement certains discours peuvent être sortis de leur contexte, ou certains discours qui sont totalement mensongers sont tout d'un coup en fait gobés par tout le monde et sans une réflexion. Et il s'avère que ceux qui ont étudié ici, pour la plupart en fait, tu ne peux pas leur raconter tout et n'importe quoi. Ils ont l'esprit critique, surtout des critiques objectives par rapport à certaines questions. Et ce phénomène-là, parfois, certaines personnes estiment que simplement je ne rentre pas parce que alors là je ne trouve pas ma place dans ce cadre, dans ce mode de gouvernance où on peut raconter tout et que les gens ne se posent pas de questions. Et donc, il y a aussi souvent l'absence de politique d'insertion ou de réinsertion dans les pays d'accueil. Simplement, il n'y a pas de politique mise en place pour cela. Et il y a aussi la pression de la famille, on a dit. J'ai vu un proverbe, en fait, dans sa thèse, un proverbe qui disait que en d'autres termes, c'est que le vieux lapin se nourrit du lait de ses petits. Généralement, en fait, les enfants nous, comme il n'y a pas un système de sécurité sociale qui est puissant dans nos différents pays, c'est nous la sécurité sociale des parents. Et à un moment donné, c'est eux-mêmes qui vont nous pousser à rester dans ce pays parce que voilà, c'est les ressources financières de toute façon. À un certain âge, c'est nous qui assistons la famille, c'est nous qui finançons la famille et tout. Et donc ça aussi, ça crée en fait des conditions, ça dissuade parfois les diplômés de rentrer. Alors il y a aussi le fait certains ont évoqué le fait de ne pas sacrifier le retour en fait au profit de l'avenir donc de leurs enfants. Alors on sait comment le système éducatif est développé ici. C'est tout à fait, c'est discutable, mais c'est tout à fait une raison. Le fait d'avoir une culture ici, le fait que les enfants sont nés ici. Alors, j'ai vu une explication avec laquelle je n'étais pas d'accord, le fait de dire que c'est des enfants qui sont nés ici, ils ont la culture d'ici, ils ne connaissent absolument rien de la Guinée et ils n'ont pas la culture de la Guinée. Et là, je me suis dit, c'est vrai que le contact avec le monde extérieur provoque parfois une acculturation profonde dans les familles, mais je trouve que des couples, que ce soit des couples guinéens ou sénégalais qui sont ici, à un moment donné, il va falloir, au fur et à mesure, c'est des enfants, leur expliquer d'où ils viennent, leurs origines et tout. Pourquoi? Parce que simplement, à un moment donné, je me suis dit, et ça c'est une réflexion personnelle, ce sont des enfants qui vont grandir. Certes, on va dire, ils ne connaissent alors rien de là-bas, parce que l'essentiel, c'est pas juste d'aller les vacances en fait. Ils peuvent ne pas aller les vacances, mais quand même avoir une certaine culture en fait de leur pays d'origine, enfin, le pays d'origine de leurs parents, parce que eux, ils sont nés ici, c'est ici qu'ils connaissaient tout. Mais à un moment donné, c'est des enfants à qui on va insulter et qui n'auront pas la possibilité de répondre. La possibilité de répondre aux insultes, ce n'est pas en fait être Jackie Chan ou c'est pas être lui. Non, c'est pas pour cogner en fait. C'est une insulte en lien avec ta culture. Quand tu dis que tu n'as pas de culture et que tu n'as aucune réponse par rapport à ça, c'est ce que moi j'appelle en fait des insultes auxquelles ils ne pourront pas en fait répondre. Et là, les expériences vécues donc par ceux qui sont retournés, il y a beaucoup sont rentrés à cause des promotions en fait, à cause des promotions parce qu'ils avaient un poste, ils ont venu compléter les études et ils sont rentrés, donc ils ont bénéficié des promotions. Il y avait ces promesses-là pour pouvoir rentrer. Alors, d'autres ont invoqué souvent l'attachement familial qui était très très important pour eux pour pouvoir rentrer. Et d'autres qui disent que voilà, de toutes les façons, quand tu viens en Guinée, si c'est pour une insertion, pas de réinsertion, c'est que
il va falloir mener quand même quelques années, enfin 2 à 3 ans pour pouvoir peut-être trouver quelque chose parce qu'il s'agit c'est des réseaux. Et il y a le phénomène de la corruption, le fait que parfois, même payant, euh, c'est en payant en fait qu'on obtient certains postes. Ouais. Et ça c'est grave. C'est pour cela en fait qu'il estimait qu'il faut avoir un grand optimisme. Et donc dans tout ça, dans l'insertion sociale, il y a aussi une présomption d'orgueil à l'égard en fait de ceux qui sont rentrés. C'est-à-dire dans les familles, il interroge certaines personnes dans les familles. Quand tu essaies de dire non, ça il ne faut pas faire, ah non, 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 on n'a surtout pas besoin de tes leçons, tu viens d'Occident, tu es orgueilleux, etc., etc. Donc par rapport à ça, c'est quand même difficile en fait sur le plan social aussi, par rapport au bruit, par rapport au fait de ne pas créer des troubles de voisinage ou dans tous ces cadres en fait, il y a cette présomption-là, le fait de ne pas recevoir de leçons, en tout cas de celui qui vient là. Et donc, quand on va, et je vais finir par là, sur les questions, sur les conséquences donc, et éventuellement les solutions s'il y en a par rapport à ce phénomène, c'est que les conséquences d'abord, on le sait tous et ça c'est enseigné depuis des années, c'est que c'est la fuite du cerveau. C'est ça d'abord. On sait que la fuite des cerveaux, on va dire, ceux qui sont là, ils vont financer, ils vont envoyer, on ne minimise pas quand même les ressources qui sont envoyées généralement par la diaspora, mais en fait, en quelque sorte, ça ne remplace pas les savoir-faire. Ouais? Parce que souvent, même si on envoie l'argent, on a souvent besoin des expatriés, en d'autres termes des Occidentaux, pour pouvoir mener soit certaines études, ou alors mener certains travaux. Et on n'imagine pas les dépenses parfois qu'on effectue pour avoir ces expatriés pour qu'ils travaillent. Et deuxièmement, c'est ce que j'ai appelé le développement de la culture de la fatalité. Le fait de renvoyer tout ce qui nous arrive à Dieu. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais étant donné qu'on n'est pas des anges en fait, on est des êtres humains, et Dieu nous a laissé la possibilité d'avoir le choix. Raison pour laquelle, à mon avis, tout ne devrait pas être renvoyé à lui. C'est-à-dire, si on a un président qui ment, qui vole, ou alors qui tue des gens, on va toujours, parce qu'il y a cette culture profonde en fait chez nous, qu'elle soit dans les mosquées, on va répéter ça tout le temps, c'est que c'est la volonté de Dieu et il va falloir l'accepter comme tel. Ouais, à un moment donné, il va falloir émettre des critiques par rapport à cette réflexion-là, le fait de tout renvoyer et de ne pas prendre ses responsabilités. Et troisième conséquence, c'est que c'est la persistance des critiques qui sont inaudibles. Tout ce que je viens de dire là, à peu près on connaît tous ça en fait. Ce qui empêche de rentrer, ce qui font qu'on reste, etc. Mais je me rappelle encore la dernière fois qu'on avait organisé une conférence ici, il y a une femme qui est intervenue, qui a dit écoutez, ça fait plus de 20 ans qu'on entend toujours les mêmes discours, les mêmes critiques, la corruption, la gabegie financière, tout, mais on ne propose rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et donc, ces critiques-là, à un moment donné, le fait de rappeler tout le temps fond, et c'est vrai qu'il va falloir le rappeler, parce que tant que ça ne va pas, il va falloir le rappeler, mais à force, en fait, ça n'aura plus d'impact. Ça n'a plus d'impact, en fait, sur les gens, ces critiques-là. Et quatrièmement, c'est que ce sont les politiques souvent qui sont défavorables pour le développement socio-économique. Comme je l'ai dit, quand on nous parle des dettes qui sont couvertes par les aides au développement, quand on nous parle de transfert de techniques et de la technologie, parce qu'on ne transfère pas une technique et une technologie, on transfère des connaissances. En fait, ce sont les connaissances dont on a beaucoup plus besoin, des connaissances et des compétences. Et donc, face à ces phénomènes-là, face à tous ces facteurs qu'on vient d'énoncer, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces multiples, par exemple, à la mise en place des politiques en faveur de la binationalité? Enfin, il n'y a pas,
dans pas mal de pays, quand même, c'est la binationalité est permise donc sans autre restriction, mais dans d'autres pays, y compris par exemple la Guinée, j'ai une étude pareil donc sur Jeune Afrique, en estimant par exemple qu'en Guinée, au Sénégal et en Centrafrique, la double nationalité est possible uniquement pour les citoyens naturalisés. Alors, c'est une étude parue il y a longtemps, je ne sais pas exactement si ça a changé, mais par exemple pour la Guinée, le Sénégal et la Centrafrique, c'est ça. Et deuxièmement, dans les solutions, c'est que c'est l'abandon des critiques de ceux qui font le choix de rester. Dans le phénomène de globalisation aujourd'hui, de mondialisation, je pense que la question doit se déplacer d'un point A à un point B. Le point A qui s'agissait est-ce que tu restes ou tu rentres doit s'effacer au profit du comment on participe pour le développement du pays. Et moi, ça c'est ma philosophie en fait, fait dire on doit dépasser ce cadre-là pour s'interroger de comment on participe au développement du pays. On a vu aujourd'hui, on peut par exemple rester ici, donner un cours, par exemple en Guinée avec les nouvelles technologies. On peut tout à fait rester ici et faire des réunions avec des réunions de travail avec des gens qui sont chez nous et tout. Encore que, il faut apporter des nuances, le fait que il n'y a pas non plus en fait un développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication énorme dans nos différents pays. Et donc, je vais m'arrêter là. On va essayer de discuter donc par rapport à ça. Et voilà, c'est bon. Ok. Donc nous remercions notre cher conférencier, nous l'avons écouté et il nous a avancé ici plusieurs causes, si vous voulez, plusieurs logiques explicatives de ce manque de retour, si vous voulez, des étudiants. Donc au nombre de ces logiques, il y a des logiques liées notamment à la profession, c'est-à-dire qu'il y a le fait de chercher ici une expérience avant de rentrer, si je l'ai bien compris, d'autres avant ceci, pour ne pas rentrer. D'autres également, il y a des logiques aussi migratoires. En fait, d'autres ont choisi les études juste pour un intermédiaire, c'est juste un intermédiaire pour eux afin de pouvoir s'installer. Donc, il y a aussi des logiques intégratrices, c'est-à-dire qu'ils sont là et ils découvrent un nouvel mode de vie, je comprends bien. Donc, et là, du coup, ils sont fascinés par ce modèle de vie, donc du coup, ils restent. Autre cause aussi, il y a, si vous voulez, l'inadéquation comme il a entre ceux qui vont étudier ici et ceux qui vont trouver là-bas. Donc, ils vont peut-être rencontrer des sous-métiers. Donc, il y a tout un ensemble de causes, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Et donc le débat est lancé, vous êtes là aussi, vous êtes des participants, peut-être que vous avez déjà une idée sur le thème. Donc là du coup on va essayer de vous passer la parole si vous avez quelque chose à dire. Le rôle des pouvoirs publics en Guinée, parce que à un moment donné il faut, parce que d'autres aussi te disent, quand tu l'as si bien évoqué dans un temps, mais je pense que tu t'es pas bien aventuré là-dessus, ouais. C'est qu'il y a c'est comme si c'était un refus de les accepter quand ils viennent avec une formation qui dépasse un peu les cadres qui sont là-bas. Donc, le fait de circuler, ne pas être accepté. Donc, est-ce que ça aussi, ça explique pas en fait ce refus-là? En partie, oui. Pourquoi? Parce que simplement, dès l'instant qu'ils estiment, j'ai même vu en fait dans les enquêtes qu'il a menées en Guinée, le fait que certains se plaignaient en fait que les locaux qu'ils ont trouvé les mettre des bâtons dans les roues en fait, pour pouvoir avancer. Ouais, parce qu'ils ont justement peur parfois qu'on les applique en fait le boulot, tu vois. Donc il y a ça. Mais je me dis, dans tous les cas, c'est que l'État doit avoir en fait une politique, l'État doit mettre en place une politique pour l'immigration de retour à un moment donné. Tu vois, aujourd'hui, il faut regarder l'Éthiopie. La fois dernière, j'ai regardé un reportage sur France 2 sur la croissance en Éthiopie et tout.
fait même qu'ils ont aujourd'hui des rames et tout, qui roulent là-bas en fait. Parce qu'en fait, avec l'appui du gouvernement italien, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ils ont créé ce site qui informe la diaspora en fait des projets qui sont en cours là-bas, qui répertorie même en fait sur une base de données les étudiants ou alors les compétences en fait pour une fois à la fin des études en fait pour qu'ils puissent rentrer en fait par rapport à certains projets. Alors maintenant concrètement, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire? Là, c'est la question. Oui, bonjour à tous. Et une fois de plus, bon, merci à la CIGI de nous proposer un thème à l'ordre du jour, je dirais, depuis de nombreuses années, et qui fait l'objet en fait donc de réflexion à tous les niveaux, au niveau de chaque étudiant, mais aussi au niveau des organisations telles que la CIGI, au niveau des Africains d'une manière générale aussi, sur la réinsertion professionnelle donc des étudiants donc en fin d'études. Bon, ça c'est une question que les étudiants se posent individuellement. Alors, je voudrais d'abord réagir par rapport en tout cas à ton exposé. On va savoir en fait, quelque part, je vois qu'il y a une démarche. Tu as parlé donc de la théorie néolibérale, par exemple, donc, qui met l'accent sur l'individu, sur les choix de l'individu, sur ce qui peut motiver sa décision, le choix du métier, le choix du lieu où il va exercer, etc. Bon, et à travers en fait de tout ton exposé, en fait, je vois toujours en fait donc elle reposait fondamentalement sur des choix individuels. Sur des choix individuels, bon, même s'il y a eu des enquêtes qui sont faites, mais on définit des tendances. On définit des tendances à partir des échantillons en fait, donc, qui ont été choisis. Un échantillon de 14, un échantillon de 1000 pour une autre étude, etc. Mais il apparaît très nettement qu'on voit là apparaître, ou en tout cas, bon, c'est tout à fait cohérent dans la théorie libérale, à savoir en fait que tout ce que nous faisons reporte donc sur des choix individuels que nous prenons. Alors, ce que je voudrais vous rappeler d'abord, bon, il faut savoir que à la fois pour les Guinéens, mais aussi pour les étudiants africains d'une manière générale, bon, ce phénomène qui est décrit, c'est un phénomène qui n'a pas toujours existé. N'a pas toujours existé. Lorsque on prend au début des indépendances, bon, les étudiants étaient envoyés par leur État. Donc, et cela était conforme à des politiques qui étaient mises en place dans le pays, et les gouvernements étaient conscients je dirais donc de la carence en termes donc de cadres dans différents secteurs. On n'avait pas d'ingénieurs ou pas suffisamment d'ingénieurs, on n'avait pas de médecins ou pas suffisamment de médecins, de professeurs dans différentes spécialités, etc. Bon, on n'avait pas de techniciens dans des domaines qui étaient vraiment essentiels pour le développement. Donc l'État a voulu pallier à cela en envoyant des étudiants selon leur parcours dans les études secondaires. Bon, par exemple ceux qui ont fait le lycée classique, ceux qui ont fait le lycée technique, pour le cas de la Guinée, ou ceux qui avaient fait le collège technique, parce qu'il y avait des collèges techniques aussi, etc. Et donc, ils étaient envoyés à l'étranger, bon, pour suivre des formations, leur donnant en fait donc des compétences, des capacités à pouvoir répondre une fois de retour au pays aux besoins en fait donc de l'économie. Alors, donc là l'étudiant en fait il était inscrit dans un mouvement. Et puis en même temps donc il était conscient qu'il avait un rôle en tant que citoyen dans le pays. Il est envoyé par son État bon, pour suivre telle formation avec comme perspective
de rentrer presque automatiquement, je dirais, pour répondre aux besoins en fait, donc, de l'économie nationale. Alors, et ce n'est pas uniquement la Guinée. Moi j'ai connu ici des étudiants gabonais. Lorsqu'ils terminaient, ils rentraient et ils avaient des postes qui leur étaient proposés à l'issue donc de leurs études ici. C'est la même chose donc pour la Côte d'Ivoire. Dans les pays en tout cas il y avait je dirais une certaine croissance économique. Dans les pays où il y avait tant au niveau de l'État qu'au niveau des entreprises privées, il y avait vraiment une demande. Alors, et donc, j'ai connu aussi des Algériens. Des Algériens qui sont arrivés, par exemple, en Sciences Éco, ils étaient venus pour faire de l'économétrie. Ils avaient terminé leur maîtrise en Algérie, et ils sont venus en France pour faire de l'économétrie, avoir donc cette spécialité-là qui manquait en fait donc des économistes là-bas. Le Maroc aussi avait cette politique-là. Il y avait moins d'étudiants de certains pays, en tout cas, qui restaient systématiquement ici. À partir de quand on voit maintenant les étudiants quitter le pays, décision de l'étudiant, décision de sa famille, de l'envoyer en fait donc pour faire des études à l'étranger. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Là, on n'est plus derrière une volonté politique, sur un programme de gouvernement. On est soi-même face, je dirais, comment conduire ma vie pour que demain je puisse trouver un emploi, travailler et puis subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille. Alors, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. L'étudiant, il est libre de ses choix, libre des études qu'il va suivre, libre de rester dans le pays d'accueil s'il en a la volonté, ou de retourner dans le pays ou aller dans un autre pays. Et c'est la situation que nous, Guinéens, nous avons connue, parce que nous, on n'était pas boursiers à notre arrivée en France, à notre arrivée à l'étranger, que ce soit ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, etc., ceux qui sont venus directement en Europe, on n'avait pas de bourse. Et donc, contrairement aux autres, nous, on était tenus, c'était nos propres moyens, qui déterminaient en fait donc nos choix, à la fois pour les études et puis aussi donc pour décider après les études en fait si on restait ou si on pouvait envisager en fait donc de rentrer dans le pays d'origine. Alors, ça c'est important de le dire, c'est important que vous le sachiez, et que même si on considère que cela correspondait à une certaine époque, mais je dis, dans le cas de notre pays, la Guinée, ou des pays africains d'une manière générale, il ne faut pas perdre de vue que, à l'absence d'une réelle volonté politique de mettre l'éducation au centre des politiques de développement, je dis, on va continuer à connaître toute une série de difficultés. On a besoin de tout le monde dans notre pays, il faut le dire. On a besoin de tout le monde, parce qu'il n'y a pas encore de cadres, de techniciens en nombre, pour, je dirais, prendre en charge le développement de tous les secteurs de l'économie. Et ça, c'est une réalité. Alors, donc, par rapport donc à l'ensemble donc des sujets, j'ai noté quand même quelques points. L'étudiant qui termine ses études, il a plusieurs options. Tu disais donc rester dans le pays d'accueil. Il y a des conditions à cela. Il peut le décider, mais a-t-il la possibilité justement donc parce qu'il y a une législation, changer de statut, passer de statut d'étudiant à un statut de travailleur, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Et ça aussi, donc,
ceux qui ont la chance de le faire, bon, et à certains, lorsqu'ils le décident, c'est facilité avec la spécialité. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités pour lesquelles on vous propose. Moi, j'ai assisté ici à une thèse, ici à Lille, ici. Tout le jury a demandé à l'étudiant africain de rester dans la faculté pour être professeur. Dans la perspective d'être professeur. Parce que bon, il avait des compétences affirmées. Et ce n'est pas un seul cas, il y a eu plusieurs cas. Donc lorsque la France a besoin de compétences, il manque d'ingénieurs. Il faut savoir que dans la région où nous sommes ici, il y a un déficit d'ingénieurs dans la région Hauts-de-France. Donc ce qui fait que pour pallier justement donc, à ce manque, s'il y a des étudiants qui ont terminé leurs études et qui ont fait donc, une spécialité qui intéresse la France, bah, il facilite, le recrutement, d'accord, et en même temps acquérir la nationalité française bon, pour pouvoir accéder à l'ensemble des informations nécessaires bon, pour pouvoir en fait donc exercer correctement le travail. Bon, vous savez aussi, il y a des sportifs qui arrivent, hein. Du jour au lendemain, ils deviennent français parce que la France a besoin d'eux. D'accord? Bon, alors, bon, ceux qui vont vers le Canada, il serait important parce que là, vraiment, le sujet que tu as étudié là est très, très utile et très important pour nous. Bon, l'approfondir, en fait. Bon, l'approfondir. Parce que, bon, tous ceux qui partent, très souvent, bon, c'est faute d'avoir pu trouver un débouché ici en France. Et partent vers le Canada, bon, parce que la politique d'immigration au Canada est, je dirais, plus souple, plus favorable, et offre des perspectives bon, vraiment très alléchantes quoi, bon, pour tous ceux qui arrivent avec un master. Bon, la possibilité d'approfondir une langue, deuxièmement, de trouver un travail tout de suite, un logement, et de pouvoir même ramener sa famille. Après, on ne voit ça jamais en France, a priori. Bon. Donc là, ça mérite véritablement qu'on puisse aussi s'intéresser à cela, pour dire comment on peut changer la donne, quoi. Changer la donne, bon, pour que cela aille vers, en fait, donc, notre pays. Bon, et rentrer en Guinée, il y a un aspect qui n'a pas été abordé, parce que très souvent, lorsque nous parlons de rentrer, quel est le premier employeur en Guinée? À vous? C'est l'État. Le premier employeur, c'est? C'est l'État. C'est l'État, voilà. Alors, et l'État, lorsqu'il recrute là-bas, quels sont ceux qui sont recrutés en priorité au pays? Quels sont ceux qui ont recruté en priorité? Les proches de l'État. Les proches de l'État. Disons, parce que nous venons tous là-bas, hein, nous savons ce qui se passe. Hein. Ce sont d'abord ceux qui ont fait leurs études sur place. Hein. Ce sont ceux qui ont fait leurs études sur place. C'est la priorité. Ah oui, ils sont prioritaires. Mais ça s'explique parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui rentrent. Non, Il n'y a non. pas assez d'étudiants Non. qui ont fait des études à Il y a l'étranger. une pression réelle des étudiants qui sont en fin d'études. Ah oui. Bon, sur le gouvernement. Le gouvernement sait qu'il y a telle et telle promotion qui sort, des promotions qui sortent de Gamal Abdel Nasser. Il y a des promotions qui sortent de différentes universités guinéennes. Ah oui. Bon, et il faut que ceux-ci puissent trouver du travail. Une garantie vis-à-vis de ceux qui Ah non, mais rentrent, quoi. sans quoi c'est une instabilité. On ne peut pas tourner le dos à ceux qui sont formés sur place. Bon, ils ont reçu des bourses pour pouvoir étudier. À la fin de leurs études, on leur dit il n'y a pas de travail pour vous. Mais c'est l'explosion. Donc la priorité, c'est d'abord ceux qui sont là-bas. Maintenant, à quel moment le gouvernement guinéen fait-il appel aux Guinéens qui sont à l'extérieur? Parce qu'il faut toujours savoir que est-ce qu'à Lille ou en France, vous connaissez des étudiants boursiers de l'État guinéen? Qu'est-ce qui connaît des étudiants boursiers de l'État guinéen ici? Je crois qu'il y en a pas. Est-ce qu'il y en a?
je connais Bon, ça. alors, c'est une fois de plus une raison. Hein. Il y en a, mais c'est. Non, il n'y en a pas. Moi, Il y en a personnellement, pas. je n'ai pas eu Officiellement, connaissance. officiellement, En France, ça n'existe non, pas. il y en a quand même. C'est le Ouais, il y en gouvernement a. qui paye pour les fils de ministres, ils sont là, mais c'est le Ah, gouvernement qui non, paye c'est pour. autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est pour vous dire que ceux qui sont boursiers en Guinée, ils ont une bourse d'État. Ça, vous le savez. Oui. D'accord? Bon. Et ceux qui viennent en France, ceux qui vont à l'étranger, d'une manière générale, ils sont envoyés par leur famille. D'accord? Donc il n'y a pas une obligation directe de l'État à proposer des emplois aux Guinéens qui ont terminé leurs études à l'étranger. D'accord? Bon, maintenant, ce que je voulais dire justement, et là-dessus, on pourra travailler là-dessus aussi, c'est qu'il y a des perspectives réelles aujourd'hui de créer son propre emploi en Guinée. C'est-à-dire, dans le cadre de la législation guinéenne, Mimi va souvent en Guinée, je crois. Non, pas très souvent. Mademoiselle Diawara aussi. Mara. Ah, Mademoiselle Mara plutôt. Mademoiselle Mara. Bon, je pense que la législation guinéenne, si vous regardez par exemple le code d'investissement, le dernier code d'investissement, il encourage à la fois les Guinéens, mais aussi les étrangers, à venir créer leur propre entreprise en Guinée. Bon, alors, moi je pense que aujourd'hui, avec les formations que vous suivez, vous vous entendez souvent parler des startups. Bon, pourquoi pas les étudiants qui ont terminé leurs études. Bon, donc cette perspective de retour, ça il ne faut pas qu'on se dise, on ne retournera que si l'État nous propose un emploi. À quel moment nous-mêmes, parce qu'on a confiance aux capacités qui sont acquises, aux compétences acquises, ah oui, il faut avoir confiance en soi. C'est-à-dire dans quelle mesure je peux me lancer pour créer ma propre entreprise. Et à ce niveau, sans vous interrompre, parce que l'autre jour, je discutais avec un étudiant qui avait eu le prix, je pense que du meilleur projet, et j'ai même oublié son nom. Il me disait qu'il était rentré, mais en fait, le dispositif n'était pas en place, quoi. Vous avez tout de suite parlé de l'autre là, du code d'investissement, si je comprends bien. Oui. Mais sauf qu'il est allé là-bas, en fait, il n'a pas trouvé, si vous voulez, l'accueil qu'il faut, hein, l'ouverture qu'il faut, la facilité avec l'administration et tout. Avec les pouvoir- banques aussi. Oui, avec les banques aussi. Donc, pour investir. Du coup, est-ce que ça ne contredit pas un peu donc, l'élan que vous êtes en train de prendre? Parce que là, ça pousse certains. Parce que lui, moi, j'ai eu à discuter avec lui. On était dans son véhicule. Il m'a dit qu'il était vraiment sidéré de voir ça quand il est parti. Donc, il n'a pas eu du tout l'occasion de mettre en place son projet. Oui. Alors, une fois de plus, moi, en tout cas, je vais terminer par ça. C'est pour vous demander, il y a des cadres aujourd'hui, des cadres guinéens ici à Lille. Combien sont aujourd'hui diplômés de Master 2 ou certains sont doctorants? Bon, je dis, il faut qu'on apprenne à élaborer des projets pour notre pays et devoir envisager, dans la mesure où, effectivement, lorsqu'on va seul au pays, on est un peu perdu. Mais pourquoi ne pas y aller encadré par une organisation que nous pouvons mettre en place pour accompagner tous ceux qui veulent justement rentrer, pour créer une entreprise, créer une société, parce que ce n'est pas uniquement des entreprises individuelles, on peut aussi créer des sociétés. Et si 2, 3 titulaires de master en économie ou un ingénieur, etc., ils peuvent se mettre ensemble pour créer une société en Guinée. Le centre d'intérêt, quoi. D'accord? Bon, et ça c'est possible. Et il est possible aussi je dirais, de se préparer dans cette perspective-là. Voilà. Moi je voulais m'arrêter là, bon, pour le moment, et puis tu posais une question tout à l'heure, ça concernait la double nationalité. Ouais, la double nationalité, ouais. Bon, pour le cas de la Guinée, la double nationalité, vous
vous savez, bon, à commencer par le président actuel, hein, il a la nationalité française, il a la nationalité guinéenne. Bon, et beaucoup de cadres guinéens ont la double nationalité. Donc, l'État ne fait pas obstacle, je dirais, donc, à ceux qui ont la double nationalité, en fait, donc, pouvoir occuper, disons, donc, un poste dans l'administration. En ce qui concerne, donc, dans le secteur privé, il n'y a absolument aucun problème, bon, pour tous les Guinéens, bon, qui veulent aller dans les banques, dans les assurances, etc. Il n'y a pas obligation à avoir, disons, le fait d'avoir une nationalité autre que la nationalité guinéenne n'est pas un obstacle, en fait, donc, à l'embauche. C'est d'abord à remercier l'association pour cette organisation et aussi à remercier Oumar pour cette pertinente intervention. Ça se voit qu'il a fait vraiment une très bonne préparation. Voilà, M. Ba aussi vient de renchérir tout ce qu'il a dit. Moi, j'ai en tout cas appris des nouvelles, en fait, des informations de son intervention que je ne savais pas personnellement. Donc après, sur la thématique elle-même, donc ce que je voulais dire, bon, M. Ba a touché une partie en fait que je voulais aborder, c'était la question en fait de l'entrepreneuriat. Parce que nous savons tous quand nous terminons les études, je ne vais pas revenir sur tout ce que Oumar a déjà évoqué, parce que ça serait de faire une répétition. Quand nous terminons les études ici, la question du retour ou non, ça revient en fait à notre participation au développement de la Guinée. Parce que chacun de nous étudie, c'est d'abord pour soi, c'est pour sa famille, mais à une dimension plus grande, c'est pour son pays. C'est pour participer au développement de son pays. Donc, à cet égard, je pense que notre rôle n'est pas forcément, comme l'a dit Oumar, de rentrer ou de rester. C'est de se dire comment on peut participer au développement de la Guinée, certes. Mais au-delà de cet aspect aussi, je pense que le vrai en fait, pour résoudre véritablement le problème, il faut être sur le terrain. Surtout nous qui sommes la jeunesse, parce que nous constituons en fait le creuset, en fait, c'est-à-dire nous sommes le socle du développement de notre pays. Alors, si nous restons ici, en tout cas pour la majorité, c'est ce qui se passe surtout pour le cas des Guinéens. Si nous restons ici, certes, il y a une fuite de cerveau, certes, en Guinée, on a besoin en fait de ces cerveaux-là pour participer au développement. J'ai lu le rapport de Campus France de 2016. Depuis sa création, Campus France a enregistré 4 102 465 étudiants internationaux. Et de ce chiffre, en fait, en 2015-2016, Campus France a enregistré 298 102 étudiants internationaux. Alors, l'Afrique occupe en fait, le continent africain occupe la première place. Ok, la première place, c'est-à-dire les étudiants internationaux en termes de mobilité, le continent africain est au premier rang, devant l'Europe, devant l'Asie, devant l'Amérique, etc. Je n'ai pas eu en fait de chiffre exact sur le nombre d'étudiants guinéens. Ne serait-ce que par rapport à ces statistiques, on ne peut pas savoir le nombre exact d'étudiants guinéens à Lille, mais ça prouve qu'il y en a quand même beaucoup. Alors moi je pense que l'une des solutions à trouver, M. Ba a énuméré tout de suite une solution collective. Oumar avait aussi fait des propositions par rapport aux solutions en fait, individuelles qu'on pourrait chacun entreprendre ou avoir. Mais il est important aujourd'hui d'avoir une connexion entre nos aînés qui ont terminé les études, qui sont partis. Je pense par exemple à Magasuba, je pense par exemple à Dramé, je pense par exemple à, comment on appelle, à Mamadou Bari, qui d'ailleurs récemment m'avait contacté par rapport à cette question-là et qui voudrait en fait qu'on travaille avec Assegui pour permettre aux étudiants guinéens qui ont terminé ici, en fait, qui veulent rentrer, d'avoir en fait une issue d'entrée. Parce qu'ils sont déjà sur le terrain, ils maîtrisent le terrain. Ça peut permettre d'avoir une connexion pour qu'on puisse aider les étudiants ici qui veulent rentrer, qui veulent travailler dans l'administration. Certainement, ils ne pourront pas tout de suite les aider. Mais c'est tout un processus. Mais ça peut aller soit à partir de la SEGI, soit par la création d'une autre structure qui pourrait accompagner ces étudiants-là. Ça, c'est un aspect. Le deuxième, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants guinéens qui sont passés par Lille. Moi, je ne vais pas prendre le cas de la France de façon générale parce que tout ce qu'on peut expérimenter à Lille, on peut l'élargir à un champ beaucoup plus grand. Donc, on a beaucoup d'anciens. Moi, je parle de ce que je connais. Les Mamadou Bari aujourd'hui, il a un pied là-bas. Il est entre la France et la Guinée. Il travaille. Il est aujourd'hui conseiller
je crois, Ministère du du ministre du budget. budget. Ça, c'est pas une petite responsabilité. Moi, il m'a vu personnellement. Il souhaitait en fait qu'on crée en fait un lien entre la CEGI et lui pour voir comment on pourrait éventuellement aider les étudiants guinéens qui souhaitent rentrer pour en fait les montrer les voies et moyens qui les permettent en fait d'obtenir un travail en Guinée. Donc, Mamadou Baré, c'est un exemple. Alors, l'autre aspect, c'est que aussi par rapport à cette question du retour, on a aujourd'hui, M. Ba a parlé tout de suite de volonté politique réelle. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, il y a une panoplie de mesures, c'est-à-dire qui existent pour permettre aux étudiants, même récemment, il y a eu une rencontre nationale des jeunes Guinéens de la diaspora avec les autorités publiques. Moi, je me rappelle quand j'étais président, il y a Mohamed Konaté Denis qui avait représenté la France. Il y avait eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés dans ce sens. Tout un document, un rapport a été fait avec des doléances qui ont été remises aux autorités, notamment au président de la République en personne. Mais toutes ces mesures-là, même si on met ces mesures en place, si ce n'est pas suivi par une application, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, il faudrait donc que nous qui sommes ici, que nous nous organisions aussi, de sorte que nous puissions mutualiser des compétences, qu'on fasse une fédération, une mutualisation des compétences, soit dans des domaines, dans les mêmes domaines. Nous qui sommes juristes, par exemple, il y a des juristes ici, il y a des juristes il y en a qui sont juristes en droit privé, droit public, etc. On peut se rencontrer et décider de créer une start-up. Peut-être dans un domaine, créer un cabinet juridique, par exemple. Ou bien, tout simplement, avoir plusieurs disciplines, avoir un cabinet d'études ou d'autres projets de ce type-là. Et ça peut participer effectivement à résoudre ce problème-là de retour en Guinée et de l'employabilité. Parce qu'on ne peut pas se consacrer exclusivement à l'autorité publique. Parce que l'autorité publique seule ne peut pas résoudre le problème. Et le dernier aspect sur lequel je vais finir par rapport à cette question, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un véritable problème quand même, il faut le reconnaître, de patriotisme. Honnêtement, d'esprit citoyen, d'engagement citoyen, d'esprit patriotique. Je donne l'exemple. Regardons, ici, on est combien dans la salle? On parle d'un problème qui concerne les étudiants internationaux, les Guinéens en premier plan. Combien sont venus? Pourtant, ça les concerne. C'est un problème. Alors, si on ne fait pas une prise de conscience d'abord individuelle et qu'on se remette en cause pour changer les donnes, certes, on va faire des beaux discours, on va faire des propositions c'est-à-dire des solutions, mais la mise en œuvre va être difficile, voire même impossible. On ne peut pas organiser une initiative, un projet de ce genre, de telle envergure. C'est vraiment incroyable. Quand on sait qu'il y a au moins rien que sur le campus, plus de 50, 100 étudiants guinéens. Mais ça fait de la peine, quoi. Donc, à partir de là, on comprend l'enjeu, on comprend la responsabilité que nous devrions chacun avoir par rapport au développement de notre Guinée, par rapport à cette question de participer au développement, c'est-à-dire au rayonnement de la Guinée, à son développement. Donc, je ne vais pas, en fait, monopoliser la parole parce que j'ai beaucoup d'idées, en fait, derrière la tête. Je ne peux pas tout dire. Mais ce que je vais, pour terminer, c'est qu'il faut qu'on comprenne ensemble ici, d'une façon à une autre, on peut tous participer au développement de la Guinée. Peu importe où on est, peu importe, en fait, comment on appelle, les compétences que nous avons, il suffit de bien s'organiser et surtout de suivre les paroles, ces conférences que nous faisons là, de les suivre des actes concrets. Ces actes concrets, c'est ce qui peuvent nous permettre de relever le défi du changement. Et moi, aujourd'hui, je donne un exemple palpable. Je connais des jeunes doctorants, des jeunes, en fait, aujourd'hui, qui sont à la Sorbonne, qui sont à Toulon, qui sont dans d'autres différentes villes, qui, aujourd'hui, ont décidé tous de travailler de façon vraiment concrète, de travailler pour retourner en Guinée, pour se mettre au service de la nation. Mais attention, le danger et le risque qu'il ne faut pas prendre, c'est quoi? C'est de tout abandonner, partir tout de suite sans avoir préparé le terrain. Il faut faire d'abord une étude exploratoire, il faut préparer le terrain. S'il faut même, il faut préparer la base. La base, c'est quoi? C'est de permettre d'aller, mais de pouvoir retourner au cas où les choses ne marcheraient pas comme on le souhaite. Ça passe par le renouvellement de son titre de séjour. Comme ça, si tu vas en Guinée, si les choses ne marchent pas concrètement comme on le souhaite tout de suite, on a la possibilité de faire la navette, de déposer les CV dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, de faire la navette jusqu'à ce que ça marche, en attendant d'acquérir ici une expérience professionnelle, en attendant peut-être de faire ici une épargne, et au moment où ça n'irait pas, de retourner créer sa start-up avec des mesures aussi qui existent en France, avec l'OFI, l'aide au retour. Avec l'OFI aujourd'hui, il y a des moyens d'avoir à sa disposition, une fois qu'on a terminé ses études et qu'on a la volonté de retourner, d'avoir en tout cas une enveloppe qui nous permet de créer notre propre start-up. Aujourd'hui, il le disait,
On était en train de travailler sur un projet, quand j'étais président, on avait commencé à travailler sur un projet avec Antoine Bayol sur cette question d'aide au retour. Il veut nous aider à trouver, avec le ministère de l'Intérieur, une subvention qui pourrait aller à hauteur de 150 000 euros. Le but est qu'on crée une organisation qui n'est ni ASEGI, ni la MJC, mais une organisation. Il y a eu vraiment beaucoup de travaux qui ont été effectués dans ce sens, parce qu'il y a eu des visites qui ont été effectuées en Guinée dans ce sens-là, qui puissent nous permettre d'avoir une organisation qui accompagne les étudiants guinéens diplômés de l'île d'abord, mais aussi les étudiants guinéens de la France. Ça, c'est des mesures qu'il faut chercher aussi à développer, qui pourraient nous permettre vraiment de pouvoir, en tout cas, comme M. Ba l'a proposé, avoir des organisations, une organisation digne du nom, qui s'occupe de ce problème qui est très important et qui participe au développement de la Guinée. Je suis étudiant en L1 maths informatique. Je suis venu cette année et du coup, et bien évidemment, c'est ma première fois d'assister à ce forum. Je me sens bien d'être là, assister à ce forum, parce que c'est une question qui nous intéresse tous autant que nous sommes là, vu que nous sommes appelés un jour à prendre une décision sur notre sort, c'est-à-dire retourner au pays ou rester ici. Donc ce forum est à suivre de près et j'espère que les étudiants ici présents ont eu du goût à être là comme moi. Moi, je me nomme Barry Isaga. Je suis d'abord diplômé en Guinée parce que j'ai déjà fini une formation là-bas. Quoi Mais exactement? Génie industriel et maintenance à Gamal Abdel Nasser. D'accord. Et là, actuellement, je me suis recyclé. Actuellement, je fais la L1. Pour un début, je compte me spécialiser en info et tout. Mais à propos de ce que Daoud a parlé tout de suite, je dirais c'est mieux pour un début d'avoir une base de données des personnes ou des étudiants ayant envie, bien sûr, d'accompagner ou un esprit de citoyenneté, d'avoir une base de données de leurs compétences et ainsi que de leur suivi, savoir chacun de ses compétences et tout. Ça pourra plus permettre, ainsi si par exemple, on ne sait jamais, une association de là-bas peut avoir besoin de quelqu'un et si on sait chacun ses compétences, et là je crois que ce serait plus facile. Et c'est la première fois aussi d'assister à cela, mais bon. Et c'est pas si facile parce que si c'était à 12h, c'est pas tout le monde qui est libre à 12h ou pour assister, mais vu que c'est à 14h, j'étais libre donc j'ai assisté. Et prochainement, je ferai de mon mieux pour assister parce que je pensais pas que c'était comme ça. C'était si intéressant. Bonjour, c'est Diaby Bachir. Je suis en L2 éco-gestion. Moi, sincèrement, c'est l'une des premières fois que j'assiste à votre réunion, ou sinon la première fois. Mais ce qui reste clair, c'est que je vais souvent prendre l'initiative de participer souvent. Parce que vu que pendant l'année scolaire, j'avais pas trop le temps entre études et travail. Et là, comme on a arrêté les cours, du coup, aujourd'hui, comme j'avais du temps libre, j'ai décidé de venir et je ne regrette pas du tout. Et je crois que c'est très important de se réunir comme ça entre Guinéens, de discuter des projets qu'on peut mener, les possibilités qu'on a. Parce que nous, moi je suis là personnellement depuis 2 ans, mais je ne sais pas grand-chose des étudiants guinéens, des réunions qu'on organise. Mais c'est ce genre de réunion nous permet de discuter avec des personnes comme vous qui êtes là depuis longtemps, pour mieux nous acclimater ici, pour mieux choisir nos formations aussi. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, pour un éventuel retour au pays, c'est qui est plutôt très important parce que nous sommes venus dans ce cadre-là pour acquérir de la formation et retourner après. Et vraiment, c'est très enrichissant vos interventions. Moi, c'est Diallo Mamadou. Je suis là depuis un an, donc c'est ma deuxième année. Je suis étudiant en licence de informatique au FIL à Lyon. À un moment donné, il va falloir que nous prenions nos responsabilités pour faire en sorte que ça aille dans notre pays. Parce que tôt ou tard, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour que le pays prospère. Donc je crois que c'est quand même assez important. C'est vraiment d'une importance capitale que nous nous réunissions autour d'une même table
afin de discuter des différentes perspectives de notre pays. Donc ça fait aussi plaisir de voir le doyen Siradio nous accompagner à chaque fois avec son expérience. On ne pourra jamais le remercier assez. Du coup, je vais profiter de là pour le remercier encore une fois. Et j'espère que ça ne sera pas sa dernière fois de se présenter à une de nos conférences. Et je vais aussi remercier Daouda qui reste pour nous un guide, un leader. Il incarne tout ce que représente un étudiant, un leader, un meneur d'hommes. Donc Daouda aussi, on ne pourra jamais le remercier assez. Et je ne vais pas oublier le reste de l'équipe, notamment Oumar et tout ce qui suit. Merci. Vous en avez tiré de bonnes leçons. Le bureau exécutif a tenu, avant de passer à la remise des prix, à la remise du prix d'excellence, à témoigner sa gratitude à certaines personnes qui ont accompagné le bureau, ça fait maintenant des années, et qui ne cessent de se battre pour la CEGI. Donc je vais laisser Alassane vous annoncer, remettre les différents satisfaits. Ok, comme vient de dire la présidente, en fait, ce sont des satisfaits de reconnaissance. Vous savez, l'homme, dans la vie, il faut être reconnaissant, quoi. Donc, ça résume tout. Donc, ça n'est pas reconnaissant envers... voilà, je vais parler un peu de religion, comme même notre Dieu nous dit d'être reconnaissant envers les hommes. Parce que si on n'est pas reconnaissant envers les hommes, on ne peut pas être reconnaissant envers lui. Donc, ce sont des gens qui se sont battus pour cette association et vraiment qui nous ont guidés. Parce que toutes les activités que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des prémices, voilà, des précurseurs. Donc aujourd'hui, ça nous rend la tâche plus facile. Donc nous allons commencer par un satisfait qui sera décerné ici à M. Siradioba. Voilà, voici ce que dit le satisfait décerné à Siradioba en reconnaissance de sa participation à la promotion et au rayonnement de la CEGI-NPDC et à travers elle de la République de Guinée. Donc j'invite M. Bassirad à venir récupérer le certificat. Merci, M. Ba. Merci. Donc comme second satisfait aussi, c'est une personne vraiment qui s'est donnée elle-même, si vous voyez de qui est-ce que je veux parler, qui a tout le temps été là pour les gens, si vous voulez, donc, et qui a beaucoup servi pour cette association. Donc cette personne, tout le monde lui témoigne, si vous voulez. Qui a pris l'initiative, voilà, de créer le forum de l'étudiant. De créer le forum de l'étudiant. Vraiment d'être là pour les gens pendant qu'ils ont besoin de lui. Beaucoup de gens, presque tous les étudiants qui sont venus nouvellement ont transité chez lui avant de trouver un logement. Donc il s'agit à l'occurrence de M. Daouda Konté. Ainsi ce que dit le satisfait décerné à Daouda Konté en reconnaissance de sa participation à la promotion et au rayonnement de la CEGI-NPDC et à travers elle de la République de Guinée. En cas de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Donc j'invite M. Daouda à venir récupérer sa satisfait. Toutes mes félicitations. Voici le satisfait en question. Juste un petit mot, rapidement. Je voudrais vous remercier pour ce satisfait qui est expression manifeste de votre volonté à toujours encourager et à faire montre de gratitude à tous qui ont participé au rayonnement de la CEGI à travers de ces activités. Et moi, ce satisfait, je le décerne, je le dédie à tous les étudiants et particulièrement à M. Ba. Et honnêtement, j'aimerais qu'on acclame encore M. Ba une fois de plus. Sincèrement, il est l'un des rares Guinéens qui a cet esprit patriotique, cette volonté citoyenne, assez qu'on participe au développement de la Guinée. Tout ce que moi j'ai pu faire
à travers notre mandat avec notre équipe, en partie c'est grâce à M. Ba. C'est Dieu, mais c'est grâce à lui, par ses conseils, par sa disponibilité. Et même ce forum, l'idée de sa mise en œuvre, on a discuté chez lui depuis les premières heures de notre volonté à pouvoir être à la tête. Merci M. Ba. Merci à tous, à tous les membres du bureau. Et Merci à tous. je vous souhaite surtout beaucoup de courage pour la suite. Merci. Au bureau exécutif du mandat précédent pour les belles prises d'initiative et aussi pour la disponibilité des membres, pour le fait qu'ils nous aient accompagnés jusqu'en avril. Pour Voilà, ce faire coaching notre vraiment qui transition, nous a pour ce beaucoup. coaching qui nous a beaucoup aidé. Donc, vu que le dernier membre du bureau étant présent, on va... C'est notre cher conférencier. C'est notre cher conférencier Oumar Silla. On va lui remettre le statut spécial au nom du bureau. Au nom du bureau exécutif. Merci vraiment. Les photographes. Les photos. Qui est décerné à mademoiselle Diallo Adjahawa, qui est malheureusement absente aujourd'hui, elle n'a pas pu être présente parmi nous. Mais nous allons quand même l'applaudir et elle va entendre ça d'où nous sommes. Du coup, on va Alors, elle est dans quelle Elle faculté? est en licence première année Elle est en physique à l'université de Rouen. Rouen. Rouen, d'accord. Elle est quand même à Rouen. Donc on la salue à distance. Voilà, on est à distance et Ça, c'est elle a son son esprit. satisfait, On a son son- Photo Non. Comme ça. Voilà. Attends. 13,74 de moyenne. Je prends une photo. Nous allons procéder au deuxième prix de l'excellence. Vous suivez là-bas? Le prix, le deuxième prix d'excellence 2017 est décerné à l'Université de Lille en informatique, en saisie. Il a eu ce prix avec une moyenne de 17. Hein, oui, 17 de moyenne. Il a un étudiant guinéen qui est venu cette année, qui fait notre fierté. Il s'agit bien là de M. Barry Isaga, que je vous prie de vationner. Voilà, monsieur Barry. Mes félicitations. Je suis très fier de toi, franchement. Et surtout, et bon courage pour la suite. Voilà, donc Félicitations. félicitations. 17,04 de moyenne, étudiant en saisie, Isaga Barry. Pour décerner le premier prix de l'excellence, nous allons faire appel à Monsieur Ba pour remettre à l'étudiant élu, le meilleur étudiant de l'année. Le meilleur étudiant de l'année. Alors, donc, pour remettre le premier prix de l'excellence 2017 à l'étudiant en première année saisie à l'Université de Lille, nous appelons M. Sangaré Ahmed Yoro. Avec une moyenne de 17,09 sur 20. Et toutes nos félicitations. Voilà. Donc, il est Voilà, on est étudiant vraiment de l'année. honorés par cette belle réussite de notre frère Sangaré Ahmed Yoro. Bonjour à tous, Bonjour Aminata, présidente de la CEPI. Je suis accompagnée de Alassane Diallo, le vice-président de l'association. Nous avons organisé la 3e édition du forum de l'étudiant qui a succédé à la première édition et à la 2e édition. On a organisé ce forum pour récompenser le meilleur étudiant guinéen de l'île, plus précisément, mais aussi de France,
pour promouvoir les élites. Déjà, le fait d'organiser ce séminaire, si vous voulez, c'est un message qu'on lance. Et non seulement aux étudiants qui sont là, mais à ceux qui sont en Guinée, au pouvoir public qui sont là-bas, de dire qu'à Lille, en tout cas, les étudiants sont en train de bien travailler. Vous vous souviendrez que le premier et le deuxième ont tous eu 17 de moins. Donc c'est quelque chose qui montre que voilà, les étudiants vers le nord ici sont en train de s'activer pour vraiment être, si vous voulez, représenter la Guinée de la bonne manière. Parce que nous sommes là, nous organisons beaucoup d'activités. Donc cette activité, vraiment, c'est l'une des meilleures que nous organisons. Et donc nous lançons un message à l'endroit des étudiants qui sont à Lille et plus généralement partout en France, de vraiment s'activer, à bien étudier et surtout de postuler quand il y a vraiment une telle opportunité de se distinguer. Parce qu'aujourd'hui, les deux premiers, aujourd'hui, voire même la troisième, leurs parents seront ravis de voir qu'ils ont été vraiment distingués des autres, sachant que c'est pas difficile. La première année, on vit vraiment dans des conditions, on va dire, limite précaires. On arrive dans un pays qu'on ne connaît pas vraiment, avec une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, des façons de faire qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc déjà, il y a un temps d'adaptation qui joue beaucoup sur les résultats scolaires, mais eux, ils ont réussi à surmonter ce cap et à obtenir de bons résultats. Leurs parents doivent être fiers d'eux, et pas que d'ailleurs, parce que toute la communauté guinéenne de France, nous sommes tous fiers d'eux, parce qu'ils représentent vraiment l'élite de notre pays. Et nous lançons un appel aussi à tous les autres étudiants guinéens, peut-être qui ont eu de super résultats cette année, mais qui ont préféré rester dans l'ombre. C'est le bon moment de se décider, de se lancer et de prendre les devants. Voilà, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes les futurs cadres de demain et c'est nous qui allons construire la Guinée. Autre élément, je voulais juste ici souligner le fait que quand nous organisons ce type d'activité, c'est pour les étudiants. Donc on les invite à venir participer avec nous. Nous avons un plan d'action. Donc le bureau exécutif qui est là s'est activé durant toute l'année pour réaliser ce plan d'action. Donc si nous organisons des activités, on vous demande de venir assister vraiment parce que ça y va de notre intérêt. Nous sommes là, c'est pour vous. Et donc venez apporter vos idées. Nous n'avons pas, si vous voulez, le monopole des bonnes idées. Vous pouvez venir nous rectifier dans certaines activités. Vous pouvez venir nous proposer d'autres activités. Et pour cela, c'est si vraiment vous êtes actifs comme nous. Donc au plaisir de vous retrouver pour les prochaines. Pour la 4e édition du Forum de l'étudiant ou pour nos prochaines activités, en tout cas, n'hésitez pas parce que tout ce qu'on organise comme activité, c'est pour nous rassembler, c'est pour qu'on puisse être ensemble et on sait très bien que c'est pas facile à l'étranger. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est essayer aussi nous, de former notre petit cocon et on va dire, grandir ensemble. Donc voilà. Merci. À tout. Merci. Bonjour à tous qui me regardent. Voilà, j'ai reçu aujourd'hui le premier prix de l'excellence 2017 qui m'a été décerné par la CIGN-PDC au cours de ce 3e forum, de cette 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen en France. Alors, c'est un sentiment vraiment immense. Je suis plus qu'ému et vraiment c'est une récompense inestimable pour moi. Alors c'est vrai que ce prix est le fruit de beaucoup de travail, de tant d'efforts et aujourd'hui, je peux en être fier. Alors, mes remerciements vont non seulement auprès de Dieu, car sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Et après lui, je remercie ma famille, ma mère, mon père et tout, qui ont sans doute mené aucun effort. J'ai dit tout de suite, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là. Sans eux, je ne serais pas là non plus. Du coup, ce prix leur est dédié à ma mère, à mon père, à mes frères qui me supportent partout où je suis. Mon grand frère Adama, mon grand frère Nantenek Jumé,
et ma sœur Nassira. J'ai tant d'autres sœurs aussi ici en France. Je leur dédie à eux tous, ma famille, tout le monde. J'ai une famille gigantesque. Et ici en France, j'ai aussi eu de la famille. Je suis venu, je connaissais personne, mais j'ai de la famille. La Segui, c'est ma famille. Et la dame Massidi Gueye, c'est ma famille. Je leur remercie tous. Mes remerciements vont aussi directement de Daouda Conté, qui a œuvré pour cette association, pour ce pays, la Guinée. Donc mes remerciements vont envers lui aussi et à toute la Segui, à tout le nouveau groupe d'hommes qui font que les activités de cette association se déroulent très bien. Donc au président, à la présidente, au vice-président, à tout le monde, les secrétaires, tout le bureau et surtout je dis bon courage à tous les étudiants guinéens qui sont là. C'est pas facile mais on fait de notre mieux pour que ce soit très rose la vie ici. Merci à tout le monde. Je remercie la Segui. Merci. Je m'appelle Barry, Isiaga. J'ai déjà assisté à ce forum qui était pour la première fois. Et vraiment, j'étais bien content d'assister parce que non seulement ça m'a permis de me renseigner sur des trucs et de connaître quelques compatriotes qui sont là que je ne connaissais pas. C'est une bonne chose et surtout des doyens qui m'ont donné de bons conseils. Et là, j'aimerais dédier aussi ce prix surtout à ma maman parce que vraiment j'ai eu beaucoup de courage à cause d'elle, pour elle et tout. Donc je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je remercie aussi l'association pour tout ce qu'ils font pour la Guinée et pour les Guinéens surtout vivant à l'île. Bonjour à tous, je suis Silla Omar, je suis ancien secrétaire général de la Segui. J'ai été contacté donc pour animer la conférence aujourd'hui sur la problématique du retour des étudiants internationaux. C'est un thème qui est très intéressant. J'attendais beaucoup de personnes pour pouvoir échanger parce que c'est un thème qui concerne quand même tout le monde, où chaque personne a son avis à donner. Mais je n'ai pas été déçu quand même parce qu'il y a eu des échanges qui ont été fructueux surtout. Et du coup, aujourd'hui je pense que cette entreprise donc, qui a commencé la Segui, ça doit continuer. Le forum de l'étudiant, ça a été organisé avant, ça continue, ils doivent continuer. Ils ne doivent surtout pas se décourager donc, par l'absence des gens, par l'indisponibilité donc, des gens. On ne peut pas juger les gens en fait, ils font ce qu'ils veulent de toutes les façons. Mais il serait quand même très important qu'ils s'intéressent à des activités comme ça, notamment sur des thématiques qui sont aussi importantes. Et voilà, par rapport aux satisfecits, je suis honoré en tant que représentant de l'ancien bureau. Je le remercie et puis qu'il continue ainsi. Le travail ne fait que commencer. Voilà, et puis le reste, ou surtout le meilleur est à venir. Oui, merci à la Segui pour cette invitation au 3e forum organisé à l'Université de Lille, à la Maison des étudiants. Et comme toujours, cette organisation répond à un réel besoin chez les Guinéens, c'est de continuer à proposer à l'ensemble des citoyens guinéens, étudiants ou non, à réfléchir sur des projets de développement en fait, donc, de notre pays. Et pour cela, comme Daouda l'a indiqué tout à l'heure, il est important que nous agissions en tant que citoyens guinéens, que nous prenions toutes nos responsabilités par rapport aux perspectives de développement de notre pays. Il nous appartient à tous de nous donner la main et d'être solidaires dans un programme à mettre en œuvre, à mettre en place pour participer au développement de la Guinée. Alors, je vous félicite pour toutes les bonnes initiatives qui sont prises en faveur en fait, donc, à la fois de la réussite de tous les étudiants guinéens dans les différentes universités françaises, mais c'est aussi avoir ce souci de leur réinsertion professionnelle pour justement mettre les compétences au service du développement de notre pays.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis là à l'Université Lille 1 où on vient de participer à la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen en France, organisé par l'Association des étudiants guinéens en Nord-Pas-de-Calais. Ce fut pour moi un plaisir et une immense joie et un honneur de participer à cette 3e édition qui est en fait la continuité, qui s'inscrit dans la continuité des 2 précédentes éditions qui ont eu lieu avec le bureau sortant. En tout cas, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter l'équipe, la nouvelle équipe de la CEGI et pour avoir en tout cas organisé cette 3e édition, mais aussi féliciter le conférencier qui a fait une pertinente intervention, qui a en tout cas fourni des informations et qui nous ont permis vraiment de trouver aussi des solutions, des perspectives après les études. Donc je suis très content de cette organisation. Je pense que dans l'ensemble tout s'est bien passé, malgré quelques déceptions, il faut le reconnaître, mais tout s'est bien passé. Je félicite également les lauréats de cette année et qui ont eu de très bons résultats. Ce forum participe de l'émulation, mais aussi à instaurer une culture d'excellence à travers ces prix qui a eu 17,04, le premier qui a eu 17,09, qui sont tous de Lille, et la 3e qui a eu, je crois, 13 et quelques de moins qui est de Rouen. Nous les félicitons, nous les encourageons. Ça permet de se surpasser, d'aller encore de l'avant davantage, de ne pas croiser les bras. Et ça pousse d'autres étudiants qui sont en fait tourmentés par l'échec universitaire, de prendre à bras le corps les études, de dire que tout est possible, que rien n'est impossible, de se surpasser, de pouvoir être au cap. La Guinée a besoin de nous, nous sommes l'avenir de la Guinée. Continuons à bosser, continuons à faire en tout cas la fierté. Je suis très content encore une fois de plus aussi pour le satisfait qui m'a été décerné en guise de reconnaissance, de gratitude pour les services qui ont été rendus pendant ma mandature en tant que président. Je remercie au passage le bureau de la CEGI encore pour cette marque d'estime, cette marque de gratitude et qui encore une fois me fortifie davantage à toujours être au service de la nation, à être au service de nos concitoyens pour leur épanouissement d'abord ici en France, à Lille particulièrement, mais aussi pour le rayonnement de la Guinée au-delà de ses frontières, mais également pour participer à son développement de loin. Merci à vous et on espère que la 4e édition sera meilleure, qu'il y aura plus de mobilisation. C'est le message que je lance aux étudiants. Mobilisons-nous quand il s'agit de la Guinée. Ce n'est pas une obligation que de participer aux activités de l'association, mais une association qui prend son temps, qui se consacre à vous, qui vous accueille, qui vous accompagne dans vos démarches. La meilleure chose à faire, ne serait-ce que la seule chose à faire, de les encourager, de les accompagner, c'est de participer aux activités que cette association organise. Merci, ça a été long, mais ça valait la peine, comme on le dit, de jouer en relation.